Te souviens-tu de ces fameuses boîtes à goûter de l'école? Celles avec des dessins de tes dessins animés préférés ou les logos de groupes de rock sur le couvercle. Chaque jour, tu l'ouvrais en espérant y trouver quelque chose de délicieux. Dans les années 70, les déjeuners scolaires étaient aussi étranges que merveilleux. Bien avant l'arrivée des bentos design ou des snacks bio, on se contentait de combinaisons de sandwichs qui, aujourd'hui, laisseraient les enfants complètement déconcertés. Aujourd'hui, on va redécouvrir 25 sandwichs scolaires oubliés qui ont marqué ton enfance. Certains étaient de vrais délices, d'autres de véritables cauchemars. Mais tous faisaient partie d'une époque révolue. Sandwich au beurre et au sucre. La petite douceur qui faisait de toi l'envie de toute la cantine. Du pain blanc, une généreuse couche de beurre et une pluie de sucre blanc. Parfois, les choses les plus simples étaient les meilleures. Ta mère le préparait quand le placard était presque vide, mais tu ne t'en plaignais jamais. Le sucre croustillait entre les dents pendant que le beurre fondait doucement sur la langue. Au moment du déjeuner, le sucre avait souvent fondu dans le beurre, formant un glaçage sucré qu'aucun dessert moderne ne pouvait égaler. Dans les coins, restaient parfois de petits tas de sucre non fondu, comme de minuscules éclats de cristal que tu gardais pour la fin. Il fallait de la technique pour étaler le beurre. Trop froid, il déchirait le pain. Trop mou, il faisait fondre le sucre trop vite. Le bon équilibre permettait aux cristaux de sucre de briller en surface, promettant ce croquant si particulier. Parfois, en ouvrant le sandwich, on y trouvait des motifs cristallins dans le beurre, comme des flocons de neige comestibles qui fondaient dès la première bouchée. Sandwich aux chips, une explosion de texture. 2 tranches de pain blanc, de la mayonnaise et une belle poignée de chips écrasées à l'intérieur. Chaque bouchée était une symphonie entre le fondant et le croustillant. La fraîcheur de la mayo contrastait avec le sel des chips, un contraste que les chefs appellent aujourd'hui « jeu de texture ». À l'époque, c'était juste une idée un peu créative de ta mère. Au fil des heures, les chips ramollissaient un peu, créant une texture unique qui, étonnamment, rendait le sandwich encore meilleur. Il y avait même des débats enflammés entre enfants, chips ondulées ou chips plates. Les partisans des ondulées disaient qu'elles résistaient mieux dans le temps. Ceux des plates affirmaient qu'elles offraient le parfait équilibre entre croustillant et moelleux. Les plus audacieux osaient les chips aromatisés, crème et oignons, barbecue, ce qui transformait complètement la personnalité du sandwich. Les vrais experts glissaient quelques chips fraîches juste avant de manger pour un mélange parfait de croustillant et de fondant. En croquant dedans, le pain se comprimait et les chips éclataient avec ce bruit caractéristique qui disait à tout le monde « Voici le déjeuner le plus cool de la table ». Sandwich de mortadelle aux olives, olive loaf. Le sandwich qui pouvait mettre fin à des amitiés. De la charcuterie industrielle avec des morceaux d'olives vertes incrustés comme un drôle d'expériment de laboratoire. Il suffisait de la glisser entre 2 tranches de pain avec un peu de mayonnaise. Pour certains, c'était le meilleur sandwich au monde. Pour d'autres, une véritable punition. Parfois, les olives s'échappaient et roulaient sur la table, devenant des jouets improvisés avant que la surveillante ne te prenne en flagrant délit de jeu alimentaire. Son goût salé et acide ne plaisait pas à tout le monde. Un goût acquis qui te donnait un air soit raffiné, soit bizarre. L'olive loaf créait de véritables clans. Les fans se regroupaient pour comparer qui avait le plus d'olives visibles dans sa tranche. Les autres observaient de loin, partagés entre la répulsion et la curiosité. La portion parfaite devait contenir au moins 3 olives bien visibles de chaque côté. Si tu avais de la chance, tu tombais sur une tranche traversée de part en part par une olive, formant un cercle vert que certains considéraient comme un porte-bonheur. Certaines mères amélioraient la recette avec une tranche de fromage fondu américain, ajoutant une texture crémeuse qui adoucissait la saveur et convertissait même les plus sceptiques. Sandwich au fromage frais et confiture, le cheesecake du pauvre, du fromage à tartiner généreusement étalé sur du pain blanc, surmonté d'une couche de confiture de raisin. L'équilibre entre l'acidité et le sucre était une véritable révélation, bien avant que les accords sucrés-salés deviennent tendance. C'était comme avoir un dessert en plein déjeuner.
Parfois, le fromage se mélangeait légèrement à la confiture, créant de jolis tourbillons colorés aussi beaux que bons. Le pain pouvait devenir un peu humide, mais cela ne faisait qu'ajouter à son charme. Si ce sandwich était dans ta boîte à lunch, c'est que ta mère avait eu le temps ce matin-là. Tartiner du fromage froid sur du pain mou exigeait patience et précision. Mal préparé, le pain se déchirait et même si le goût restait, la présentation perdait des points. Chaque type de confiture changeait l'expérience. Celle au raisin était classique et robuste. La fraise apportait une touche raffinée. Et si tu avais la chance d'avoir de l'abricot ou de la mûre, c'est probablement que tu avais une tante gourmet ou que tu avais visité un marché local. Avec les heures, la confiture fondait dans le pain et le fromage, créant un dégradé visuel appétissant. En hiver, le froid gardait le fromage ferme. En été, il devenait presque une ganache sucrée. Sandwich à l'oignon cru. Assez puissant pour éloigner aussi bien les amis que les ennemis, de simples rondelles d'oignon cru entre deux tranches de pain beurré. Aujourd'hui, cela paraît fou, mais certains enfants en emportaient souvent à l'école. Toute la cantine le savait dès que tu ouvrais ta boîte à lunch. Après le déjeuner, ton haleine pouvait vider une salle entière, mais le croquant et la saveur intense compensaient largement. Parfois, tu avais les larmes aux yeux en le mangeant, et tu faisais semblant d'être triste si on te demandait ce qui n'allait pas. La variété d'oignons faisait toute la différence. Les jaunes étaient piquants et puissants. Les rouges, plus doux, donnaient une jolie teinte rose au pain. Les blancs, plus nets, mais tout aussi forts. L'épaisseur des rondelles était cruciale. Trop fine, elles se désintégraient. Trop épaisse, elles glissaient à la première bouchée. Le beurre, lui, jouait plusieurs rôles. Éviter que le pain ne se détrempe, adoucir un peu l'oignon et ajouter une touche grasse qui liait le tout. Ceux qui osaient ce sandwich étaient vus comme des enfants élevés à l'ancienne ou comme des personnalités d'une confiance absolue. Curieusement, beaucoup enviaient l'espace vide qu'ils réussissaient à conserver autour d'eux à la table, même si ça faisait mal aux narines. Sandwich aux sardines. Le sandwich qui créait automatiquement un périmètre de sécurité d'1 mètre autour de toi. Sardines en boîte, écrasées et mélangées avec de la mayonnaise sur du pain blanc. Si tes parents étaient plus attentionnés, ils ajoutaient quelques gouttes de citron. L'odeur annonçait ta présence bien avant que tu arrives à table. Les autres enfants se bouchaient le nez avec exagération, mais au fond, certains enviaient ton palais sophistiqué. Le poisson imprégnait le pain de son huile, donnant un ensemble doux, salé et savoureux, bien que clairement pas pour tous les goûts. Il existait une hiérarchie des sandwichs aux sardines. La version basique, sardines et mayonnaise. La version intermédiaire, ajout d'oignons ou de céleri finement haché pour plus de texture. La version élite incluait des capres ou des cornichons hachés, apportant des explosions de saveurs salées qui le faisaient le passer dans une autre dimension. Ce sandwich en disait long sur la philosophie économique de ta famille. Certains le voyaient comme une source de protéines pratique et peu coûteuse. D'autres comme une délicatesse méritant une boîte de sardines importées. La meilleure texture se trouvait en écrasant les sardines juste assez, une pâte à tartiner où subsistaient quelques morceaux reconnaissables. À l'heure du déjeuner, tous les arômes s'étaient mariés et le pain avait absorbé l'essence marine du contenu. Sandwich à la mortadelle et à la moutarde, le classique qui a défini toute une génération, une tranche bien ronde de mortadelle avec un peu de moutarde jaune entre deux tranches de pain blanc. Aussi simple que parfait, la mortadelle avait presque toujours une bordure plastique étrange que certains enlevaient scrupuleusement, pendant que d'autres la mangeaient sans hésiter. À midi, la moutarde imbibait souvent le pain, laissant des taches jaunes visibles de l'extérieur, comme une petite fenêtre sur le contenu. Il était fréquent d'échanger une moitié contre des chips ou un biscuit. Appliquer la moutarde relevait de l'art. Certains optaient pour une couche fine et régulière. D'autres, plus créatifs, faisaient des dessins avec le tube. Les plus audacieux concentraient la moutarde au centre, créant une explosion de saveurs qui se dissipait vers les bords. La mortadelle aussi suscitait des débats, marque connue ou générique, tranche fine ou épaisse, de bœuf ou de ce qu'il y avait. Chaque enfant avait sa version. Certains y ajoutaient du fromage américain fondu, d'autres une feuille de laitue iceberg pour la fraîcheur. Et les plus rebelles remplaçaient la moutarde jaune par de la moutarde brune piquante.
histoire de bien montrer qu'il ne suivait pas les règles du déjeuner traditionnel. La ration standard, une seule tranche. Mais les jours spéciaux, ou si tu avais été particulièrement sage, tu pouvais en trouver 2 superposés. L'équivalent sandwich du double steak dans un burger. Sandwich à la tomate, le sandwich estival par excellence. De simples rondelles de tomates sur du pain blanc avec de la mayonnaise et une pincée de sel. Le jus de tomate imbibait le pain jusqu'à le ramollir, mais c'était justement là tout son charme. À midi, le pain était déjà teinté de rose et très mou, mais la fraîcheur et l'acidité de la tomate égayaient les chaudes journées à la cantine. Certains ajoutaient une feuille de laitue pour un peu plus de texture. Ce sandwich était presque un symbole de statut saisonnier. Il n'apparaissait que lorsque les tomates du jardin étaient à leur apogée, révélant que ta famille avait la main verte ou de bons contacts au marché. Le type de tomate changeait radicalement l'expérience. Les beefsteaks étaient gros et juteux, les romains plus secs et faciles à manipuler. Les tomates heirloom, avec leur couleur et saveur complexes, élevaient le tout au rang de sandwich gourmet. Le montage était crucial. Il fallait tartiner de mayonnaise des 2 côtés pour créer une barrière contre l'humidité. Ensuite, on épongeait légèrement les tranches de tomates avant de les poser pour éviter que le pain ne fonde trop vite. Le moment de saler était aussi un art. Trop tôt, la tomate lâchait son jus. Trop tard, le goût n'était pas assez relevé. Certaines familles ajoutaient du poivre noir fraîchement moulu, des feuilles de basilic du jardin ou un filet d'huile d'olive, donnant une touche européenne à ce sandwich ultra simple. Sandwich à la mayonnaise et au poivre noir. Un sandwich minimaliste qui faisait hausser les sourcils. Juste de la mayonnaise étalée sur du pain blanc, avec une généreuse dose de poivre noir moulu. Il naissait souvent de la nécessité quand il ne restait plus rien à la maison. Et pourtant, il avait un charme particulier que seuls les initiés comprenaient. Le poivre laissait de petits points noirs dans la mayonnaise, que certains prenaient pour des petites bêtes. Mais le contraste entre la crème onctueuse et le piquant du poivre créait un goût bien plus complexe qu'on ne l'aurait imaginé. Le succès de ce sandwich reposait entièrement sur la préparation. La mayonnaise devait être généreuse, mais sans excès, juste ce qu'il fallait pour que le poivre y adhère sans rendre le tout écœurant. Et le poivre devait être ajouté immédiatement après l'avoir tartiné pour qu'il se mêle un peu sans disparaître. La quantité de poivre distinguait les novices des connaisseurs. Une pincée légère apportait une chaleur subtile. Une bonne dose transformait le sandwich en expérience piquante, avec un léger picotement persistant sur la langue. Ce genre de sandwich en disait long sur toi. Il pouvait révéler un manque de provisions à la maison ou un palais en avance sur son temps. Certaines familles revisitaient la recette avec du poivre blanc, plus discret sans les pointes noires, voire du piment de Cayenne, pour les enfants déjà amateurs de sensations fortes. Sandwich au thon et au cornichon, un sandwich qui se faisait remarquer rien qu'en ouvrant la boîte à lunch. Une salade de thon mélangée à des cornichons hachés, tartinés entre 2 tranches de pain blanc. Dès que tu levais le couvercle, l'arôme envahissait la salle entière. L'acidité des cornichons contrebalançait la richesse du thon d'une manière étonnamment raffinée. À midi, le pain était devenu tout mou à cause du mélange, ce qui le rendait encore plus savoureux. Le ratio thon-mayonnaise était une vraie signature familiale. Certains préféraient une version sèche, centrée sur le poisson. D'autres mettaient beaucoup de mayo pour une texture plus lisse et bien liée. Le type de cornichon changeait aussi tout. Les cornichons à la nette donnaient un profil plus salé. Les sucrés apportaient un contraste inattendu. Et le relish, pratique pour sa répartition homogène, perdait le plaisir des petits croquants à mordre. Les ingrédients additionnels faisaient la différence entre un sandwich basique et un chef-d'œuvre. Céleri finement coupé pour la fraîcheur, oignons pour un arôme plus complexe et quelques gouttes de jus de citron pour rehausser l'ensemble et adoucir le goût du poisson. Les vrais connaisseurs du sandwich au thon savaient que le secret était de bien égoutter le poisson avant de le mélanger. Sinon, le pain se transformait en une masse détrempée et triste au moment du déjeuner. Sandwich à la laitue et à la mayonnaise. Le sandwich de secours, idéal quand il ne restait presque plus rien dans la cuisine. Juste de la laitue iceberg et de la mayonnaise entre 2 tranches de pain blanc.
Étonnamment rafraîchissant, c'était comme manger une salade à la main. À l'heure du repas, la laitue était souvent un peu fanée, ce qui l'aidait à mieux s'adapter au pain. Mais elle gardait ce croquant qui contrastait avec la douceur du pain et le crémeux de la mayo. Certains enfants l'amélioraient avec une pincée de sel et de poivre. La technique était capitale. Trop de mayo, et la laitue glissait à chaque bouchée. Trop peu, et le sandwich devenait sec et fade. Les experts savaient que la mayo devait être étalée sur les 2 tranches de pain pour agir comme une sorte de colle, et que déchirer la laitue à la main plutôt que de la couper créait des bords irréguliers qui retenaient mieux la mayo et évitaient le redouté glissement de garniture, ce moment où toute la feuille s'échappe dès la première bouchée. Un détail essentiel, bien sécher la laitue après l'avoir lavée. La moindre goutte d'eau accélérait la destruction du pain, créant des taches détrempées qui ruinaient toute la texture. Sandwich à la banane et à la mayonnaise. Avant que le sucre ne soit diabolisé ou que les combinaisons alimentaires bizarres soient remises en question, ce sandwich sucré-acide était un grand classique des boîtes à goûter. Des rondelles de banane sur du pain blanc avec une généreuse couche de mayonnaise. À l'heure du repas, les bananes étaient déjà un peu brunies. Mais cela ne faisait que les rendre plus sucrées. La mayonnaise contrebalançait le sucre du fruit par son onctuosité acidulée. Et même si aujourd'hui cette association peut sembler étrange, à l'époque, elle avait tout son sens. Certains enfants ajoutaient même une pincée de sucre pour encore plus de douceur. Placer les rondelles de banane était tout un art. Les habitués les faisaient se chevaucher légèrement pour garantir une répartition homogène. Les plus méticuleux coupaient la banane dans le sens de la longueur, créant des couvertures parfaites pour le pain. Le degré de maturité de la banane était essentiel. Trop verte, elle rendait le sandwich sec et rêche. Trop mûre, elle se transformait en bouillie. Le moment idéal, quand la peau avait quelques taches brunes, signe d'un sucre optimal sans perte de consistance. Certaines familles y mettaient leur touche personnelle, un filet de miel au lieu du sucre ou une pincée de cannelle pour une note plus épicée. Mais attention au transport. Si ce sandwich se retrouvait écrasé au fond du sac, il devenait une masse triste et collante, bien loin de son intention d'origine. Sandwich au jambon épicé, deviled ham. Cette viande mystérieuse vendue dans une petite boîte ornée d'un diablotin. Du jambon à tartiner mélangé à des épices, étalé sur du pain blanc. Il avait une odeur très caractéristique qui envahissait toute la cantine dès que tu ouvrais ta boîte à lunch. Parfois, ta mère se donnait du mal et ajoutait du céleri haché ou un peu de cornichon doux. Mais même dans sa version la plus simple, il avait son charme. Toutefois, la graisse du jambon transperçait souvent le pain, laissant des taches dans le sac à déjeuner que tu essayais de cacher avec embarras. Le jambon épicé avait une certaine aura de prestige. La petite boîte, avec son papier d'emballage et le petit diable imprimé, était immédiatement reconnaissable. Elle te faisait te sentir grand, presque comme si tu mangeais quelque chose réservé aux adultes. L'ouverture de la boîte faisait partie du rituel. Certains parents retiraient tout l'emballage. D'autres en arrachaient juste un coin. Les plus soigneux le décollaient entièrement et le gardaient comme un petit trésor. Le secret, pour que ce sandwich soit vraiment spécial, résidait dans les détails. Les meilleures versions contenaient des ingrédients finement hachés, presque invisibles, mais qui ajoutaient texture et saveur. Céleri, oignons ou cornichons en micro-dés faisaient toute la différence. Et détail amusant, beaucoup de familles utilisaient la boîte comme unité de mesure. Une seule devait suffire à faire exactement 2 sandwichs. Si ton frère en recevait plus que toi, la guerre était déclarée. Sandwich à la salade d'œufs. Le sandwich qui sentait comme si quelqu'un avait oublié des œufs pourris dans un casier. Œufs durs hachés, mélangés à de la mayonnaise, de la moutarde et parfois un peu de relish. À peine ouvert, tout le monde savait ce que tu mangeais. Mais ce mélange crémeux et protéiné valait bien ce coup social. En le croquant, la garniture débordait sur les bords et tu finissais avec des miettes jaunes sur les genoux, preuve irréfutable de ton repas pour le reste de la journée. Ce sandwich signalait aussi un événement récent. Après Pâques, il devenait presque obligatoire, toutes les familles cherchant à recycler leurs œufs décorés. La taille des morceaux donnait le ton. Grossiers, ils offraient une texture rustique avec des blancs et des jaunes bien visibles. Finement écrasés, ils donnaient une consistance crémeuse, presque comme une mousse salée.
un soupçon de paprika était la touche de raffinement. Non seulement pour la couleur, mais aussi pour la légère note fumée qui transformait la recette. Le pire ennemi de ce sandwich, c'était la température. Trop chaud dans le sac à dos, et l'odeur devenait insupportable. Trop froid, et le mélange durcissait, perdant tout son attrait. Il fallait viser juste pour éviter les regards accusateurs à la pause déjeuner. Sandwich au spam et au fromage. Le sandwich qui aurait pu survivre à une apocalypse. Une tranche de spam, viande en boîte, accompagnée d'une tranche de fromage fondu entre 2 tranches de pain blanc. Parfois, un peu de moutarde venait compléter le tout, si tu avais de la chance. Le sel de la viande et la douceur du fromage formaient un duo imbattable dans l'univers de la nourriture transformée. Le spam était toujours découpé en rectangles qui ne correspondaient jamais vraiment à la forme du pain, laissant des coins où il n'y avait que du fromage. Certains enfants avaient droit à une version plus luxueuse, du spam frit la veille par des parents attentionnés. L'épaisseur de la tranche de spam en disait long. Les plus fines reflétaient une économie prudente. Une boîte devait durer toute la semaine. Les plus épaisses, au contraire, indiquaient une certaine générosité ou que c'était un jour spécial. La version classique se contentait de spam froid, directement sorti de la boîte. Mais la version premium le faisait revenir à la poêle jusqu'à ce que les bords soient dorés, intensifiant la saveur et ajoutant une texture croustillante. Cette préparation tenait mieux, même écrasée sous les livres dans le sac à dos. La façon de couper le sandwich comptait aussi. En diagonale, on obtenait 2 triangles avec des vues différentes de l'intérieur. Coupé droit, on avait 2 moitiés plus classiques, mais moins photogéniques. Sandwich de mortadelle, Bologna. Peu de choses représentent mieux l'alimentation économique américaine que le sandwich à la mortadelle. De fines tranches de cette charcuterie industrielle sur du pain blanc, avec un peu de moutarde jaune, on nourrit des millions d'écoliers et de travailleurs tout au long du XXe siècle. Pendant la Grande Dépression, la mortadelle a gagné le surnom de « steak du pauvre ». C'était une option bon marché qui permettait de faire illusion lorsque le vrai bœuf était un luxe inaccessible pour beaucoup. Une seule tranche suffisait à couvrir le pain et à donner un sentiment d'abondance. Les meilleures versions utilisaient de la mortadelle légèrement grillée, dont les bords se recourbaient sous l'effet de la chaleur, formant une sorte de petit bol parfait pour accueillir la mayonnaise et la moutarde. Pas besoin de sophistication, ce sont les détails simples qui transformaient ce sandwich modeste en un repas spécial. Certaines familles avaient leurs astuces, faire de petites incisions sur les bords pour éviter que la mortadelle ne gondole trop, ou la frire jusqu'à ce qu'elle devienne croustillante. Dans bien des foyers, ce sandwich représentait la sécurité, savoir qu'il y aurait au moins un déjeuner le lendemain, même si on n'avait rien en trop. Ce n'était pas un sandwich luxueux, mais il était chargé de sens. C'était le goût de la persévérance et de l'ingéniosité au quotidien. Sloppy Joe. Un autre sandwich mythique de l'époque, le Sloppy Joe. Un mélange juteux de viande hachée, d'oignons, de sauce tomate ou de ketchup, de sauce Worcestershire et d'autres assaisonnements, servis dans un pain à hamburger. Son origine est entourée de mystères. Certains disent qu'il a vu le jour dans un bar de la Havane en 1917. D'autres l'attribuent à Sioux City, Iowa, dans les années 30. Mais dans les années 40, il était déjà bien installé dans les foyers et les écoles américaines. Ce sandwich reflétait parfaitement les tendances culinaires du moment. Saveurs puissantes, ingrédients bon marché et structure simple mais réconfortante. Il transformait une petite quantité de viande en quelque chose de savoureux et nourrissant, assez pour rassasier toute une famille. Oui, il était salissant, d'où son nom. Sloppy signifie désordonné. Mais il était aussi un délice chaud qui te salissait les mains tout en remplissant ton estomac. Chaque bouchée était un mélange de nostalgie et de satisfaction. Sandwich au pain et au beurre. Peu de choses symbolisent l'austérité comme le sandwich au pain et au beurre. 2 tranches de pain, une couche de beurre et rien d'autre. Ce n'était pas juste un sandwich. C'était une déclaration de survie avec le strict minimum. En période de réelles difficultés économiques, beaucoup de familles en faisaient un repas complet. Le secret pour le rendre spécial.
Que le beurre soit assez mou pour être tartiné sans déchirer le pain, peut-être une pincée de sel pour rehausser le goût, ou encore faire légèrement griller le pain pour que le beurre fonde au contact. Pendant les années de rationnement durant la guerre, beaucoup d'enfants emportaient ce sandwich à l'école. Et même s'il était modeste, certains parents faisaient preuve de tendresse, en découpant le pain en forme spéciale ou en dessinant sur le beurre avec la lame du couteau. Ce sandwich nous rappelle qu'il peut y avoir de la dignité même dans le manque. Quand il n'y avait rien d'autre, ce geste simple disait « Voilà quelque chose pour te rassasier, préparé avec soin. » Sandwich de pain de viande froid, une sorte de bento box pour la classe ouvrière, pas besoin de le chauffer, pas besoin de préparation de dernière minute, juste le prendre et partir. Le sandwich de pain de viande froid était la récompense du lendemain, une seconde chance de savourer le dîner de la veille. La formule était simple, une tranche de pain de viande, un filet de moutarde jaune et 2 tranches de pain blanc moelleux. Il offrait le confort et la saveur d'un repas chaud, mais dans un format pratique à emporter. Les enfants l'adoraient, les adultes l'appréciaient et personne ne s'en plaignait. Il remplissait son rôle. Le gras de la viande, en refroidissant, devenait ferme et agréable en bouche. Les assaisonnements s'installaient et les saveurs devenaient plus intenses avec le temps. La moutarde était le contrepoint parfait pour équilibrer la richesse du pain de viande. Certains y ajoutèrent des cornichons pour une touche acide. D'autres, des rondelles d'oignons crus pour un coup de saveur. Mais l'essence restait la même, humble, pratique et étonnamment savoureux. Le contraste entre le pain à température ambiante et la viande froide et dense créait une expérience bien plus riche qu'il n'y paraissait. Sandwich à la graisse, lard. Peut-être le plus humble de tous les sandwichs de l'ère de la pénurie, du pain tartiné de graisse animale. Une cuillerée de lard fondu sur du pain pour apporter des calories quand il n'y avait rien d'autre. Dans les communautés rurales pauvres, notamment dans les Appalaches, cette simple combinaison offrait l'énergie nécessaire pour tenir de longues journées de travail physique. Parfois améliorée avec un peu de sel ou de sucre, selon qu'on voulait une version salée ou sucrée. Et lors d'occasions spéciales, on ajoutait un filet de mélasse. Ceux qui avaient accès à du lard fait maison affirmaient qu'il avait bien meilleur goût que les versions industrielles. Le sandwich, loin d'être équilibré nutritionnellement, était néanmoins une véritable bombe calorique, indispensable pour ceux qui en avaient le plus besoin. Ce petit encas nous rappelle qu'en période de besoin, la créativité sait trouver des solutions là où il semble n'y avoir rien. Scrapple. Voici l'une de ces créations culinaires nées de la nécessité, de la pénurie et de l'ingéniosité. Le scrapple est un aliment typique des périodes difficiles comme la Grande Dépression. Il s'agissait d'une pâte faite à base de restes de porc mélangés à de la semoule de maïs et des épices. Le résultat ? Un bloc compact que l'on coupait en tranches pour les faire frire, croustillantes à l'extérieur, fondantes à l'intérieur. Bien qu'il soit à l'origine servi au petit déjeuner, il était aussi parfait pour le déjeuner, en sandwich. Sa texture croustillante à l'extérieur et son cœur tendre et savoureux offraient une expérience profondément réconfortante. C'était une manière d'utiliser chaque partie de l'animal à une époque où rien ne pouvait être gaspillé. Chaque tranche de scrapple racontait l'ingéniosité des familles ouvrières. Et même si aujourd'hui il est devenu une spécialité régionale, particulièrement en Pennsylvanie et dans le Delaware, ses racines plongent profondément dans la survie et l'efficacité. Certains chefs modernes ont réinventé le scrapple dans des versions gastronomiques, mais son essence reste la même, un hommage à la créativité dans les temps de besoin. Sandwich au concombre. Bien qu'il soit aujourd'hui associé au goûter élégant britannique, le sandwich au concombre a des origines bien plus modestes. Lors des chaudes journées d'été, quand la viande était rare ou tout simplement trop chère, une fine couche de concombre entre 2 tranches de pain devenait une solution rafraîchissante et accessible. Pendant la dépression, les potagers familiaux étaient une source vitale d'alimentation et les concombres y poussaient en abondance. On les préparait avec une fine couche de beurre et une pincée de sel, offrant une fraîcheur que peu de plats de l'époque pouvaient offrir. Peu calorique, certes, mais psychologiquement essentielle pour contraster avec la lourdeur des ragoûts constants. Certaines variantes incluaient de l'aneth ou un filet de vinaigre, si on avait de la chance. Ce n'était pas un sandwich qui rassasiait, mais il rafraîchissait l'esprit. Preuve que même dans la pauvreté, on pouvait créer de petits plaisirs.
Sandwich au spam frit. Pendant les années difficiles de la Seconde Guerre mondiale, alors que la viande fraîche était difficile à obtenir, le sandwich au spam frit est devenu un incontournable dans des millions de foyers américains. Commercialisé à partir de 1937, le spam, viande en conserve qui n'avait pas besoin de réfrigération, était pratique, bon marché et durable. On faisait frire des tranches de spam qu'on déposait ensuite sur du pain grillé, souvent accompagné de fromage, de moutarde ou de mayonnaise. Cette combinaison simple mais savoureuse remplissait l'estomac et offrait cette saveur umami presque addictive. Pour de nombreuses familles ouvrières, ce sandwich représentait bien plus qu'un repas. C'était une manière d'offrir quelque chose de bon aux enfants avec les moyens du bord. Après la guerre, alors que la viande fraîche est revenue dans les foyers, le spam a perdu en popularité. Mais son héritage est resté et encore aujourd'hui, certains continuent de savourer ce sandwich rétro, nostalgique et étonnamment délicieux. Sandwich au beurre de cacahuètes et cornichons, une combinaison inattendue qui, contre toute attente, fonctionnait. L'onctuosité sucrée du beurre de cacahuète combinée à l'acidité et au croquant des cornichons créait un équilibre surprenant qui est devenu le favori de nombreuses familles pendant la Grande Dépression. Les cornichons les plus courants étaient ceux au vinaigre, dill pickles, mais dans certaines régions où on les préparait maison, on utilisait aussi des variétés sucrées. Ce mélange, bien que peu orthodoxe, avait du sens. Les deux ingrédients étaient bon marché, se conservaient bien et rassasiaient efficacement. La texture jouait également un rôle essentiel. Le contraste entre la douceur de la pâte et le croquant du cornichon rendait chaque bouchée intéressante. Il n'était pas rare que ceux qui en mangeaient dans leur enfance continuent à l'aimer à l'âge adulte, comme une capsule de mémoire culinaire qui les ramenait à une époque difficile. Sandwich au faux poulet, mock chicken. Autre invention de la Grande Dépression, quand le poulet était un luxe réservé aux dimanches ou aux grandes occasions. C'est ainsi qu'est né le sandwich au faux poulet, une garniture savoureuse faite d'ingrédients bon marché combinés pour imiter le goût du poulet. Le mélange contenait de la tomate hachée, de l'œuf battu, du fromage râpé, de l'oignon, du beurre, des herbes et des épices. On cuisinait le tout jusqu'à obtenir une pâte épaisse, qu'on déposait ensuite sur des petits pains ou des tranches de pain. Son goût était si riche et réconfortant que beaucoup ne se demandaient même pas s'il contenait de la viande ou non. Ce sandwich est un témoignage de l'ingéniosité des cuisines familiales de l'époque, où aucun gaspillage n'était permis et chaque recette était une stratégie pour allonger le budget sans sacrifier la saveur. Et même si, avec le retour du poulet sur les tables, cette recette est tombée dans l'oubli, elle reste pour beaucoup le symbole d'une époque de lutte, de créativité et d'intelligence culinaire. Sandwich à la salade de thon. Lorsque le thon en boîte a commencé à être vendu en masse au début du XXe siècle, il a révolutionné la façon de préparer des repas économiques. Mélangé à de la mayonnaise et parfois à du céleri ou de l'oignon haché, il devenait une salade de thon idéale pour remplir plusieurs sandwichs avec une seule boîte. Pendant la Seconde Guerre mondiale, avec le rationnement de la viande à son maximum, ce sandwich est devenu une alternative patriotique à la consommation de bœuf. Il était particulièrement courant chez les épouses de marins, qui en préparaient des versions enrichies, avec des cornichons doux, des œufs durs ou un peu de moutarde pour plus de caractère. La salade de thon était aussi fréquente lors des rassemblements communautaires et des déjeuners d'église, où nourrir beaucoup de monde avec peu était une nécessité permanente. C'était en essence un symbole de coopération et de résilience. Les familles le partageaient à leurs secrets pour étirer les ingrédients et rehausser la saveur. Une cuillerée de mayonnaise en plus, un filet de citron ou un soupçon de moutarde de Dijon pour impressionner. En période difficile, ce sandwich ne nourrissait pas seulement les ventres, mais renforçait aussi le tissu social. Et même aujourd'hui, il reste un classique indémodable. Sandwich au beurre de cacahuètes et mayonnaise. Dans les années 20, une combinaison culinaire curieuse a gagné en popularité aux États-Unis, beurre de cacahuètes et mayonnaise. Si cela peut paraître étrange aujourd'hui, à l'époque, c'était une invention saluée pour son faible coût, sa valeur nutritive et son goût étonnamment équilibré. Selon une légende populaire, ce sandwich serait né en 1929, lors d'une grève des conducteurs de tramway. Facile à préparer, peu coûteux,
Et ne nécessitant aucune cuisson, il devint une solution idéale pour les déjeuners scolaires ou les petits déjeuners rapides. La douceur crémeuse du beurre de cacahuète se mêlait à l'acidité grasse de la mayonnaise pour créer un profil de saveur unique. Et bien que cela puisse surprendre, beaucoup d'enfants le réclamaient pour son goût réconfortant et sa texture douce. Pendant la Grande Dépression, ce sandwich est devenu une solution répandue dans les foyers modestes. Et même s'il a progressivement disparu des tables avec l'évolution des goûts, certains nostalgiques le défendent encore comme un plaisir rétro très personnel. Sandwich au fromage et à la marmite. Voici une combinaison britannique qui ne laisse personne indifférent. Le sandwich au fromage et à la marmite réunit la douceur crémeuse du fromage et le goût intense, salé et umami de la célèbre pâte à tartiner à base de levure. Aujourd'hui associé au goûter d'enfants ou aux pauses de midi au Royaume-Uni, ce sandwich est à l'origine une manière économique et nourrissante d'ajouter saveur et protéines au menu quotidien. La marmite, bien que controversée, apportait un punch de goût qui complétait parfaitement le fromage, qu'il soit fondu ou en tranches. Souvent servi sur du pain complet ou du pain blanc sans croûte, il a marqué toute une génération d'écoliers britanniques. Ceux qui ont grandi avec lui y voient un morceau réconfortant de leur enfance, sandwich au bacon et au beurre de cacahuète. Quand une simple tranche de bacon devait suffire à donner du goût à un plat entier, la créativité devenait essentielle. C'est ainsi qu'est né ce sandwich inattendu mais délicieux, du bacon croustillant émietté sur du beurre de cacahuète. À l'époque du rationnement de la viande, chaque tranche de bacon était précieuse. En la faisant frire et en l'émiettant, sa saveur fumée et salée se répartissait dans la pâte de cacahuète, créant un mélange bien plus grand que la somme de ses parties. La graisse du bacon contrastait avec la densité du beurre de cacahuète et ensemble, ils offraient une expérience riche, à la fois salée et sucrée. Certaines familles y ajoutaient un filet de miel ou une touche de mélasse pour les occasions spéciales. Ce sandwich prouve qu'avec un peu d'ingéniosité, même un ingrédient modeste peut transformer une simple tartine en un souvenir culinaire marquant. Sandwich au foie de volaille. Bien qu'il soit tombé dans l'oubli aujourd'hui, le sandwich au foie de poulet était considéré comme une vraie gourmandise dans les années 50. Pas le plus simple à préparer, certes, mais pour ceux qui prenaient le temps, il offrait une saveur riche, profonde et satisfaisante. Tout commençait par une marinade de plusieurs heures dans un mélange de sel, ail et jus de citron. Ce procédé renforçait le goût et attendrissait la texture du foie. Ensuite, on les cuisait doucement jusqu'à tendreté, puis on les coupait en morceaux pour les déposer sur du pain complet grillé. On ajoutait quelques feuilles croquantes de laitue iceberg, des rondelles de tomates fraîches et une couche de mayonnaise. Le goût était intense, avec des notes métalliques et terreuses, équilibrées par la fraîcheur des légumes et la douceur de la sauce. Avec le temps, ce sandwich est passé de mode, les goûts s'étant tournés vers des préparations plus simples et plus douces. Pourtant, il conserve une place spéciale dans la mémoire de nombreux foyers traditionnels. Sandwich à la mayonnaise et à l'oignon. Un sandwich aussi simple que percutant. De fines rondelles d'oignons crus accompagnées de mayonnaise sur du pain blanc. Le résultat, une explosion de saveurs directes, puissantes et économiques. Tout reposait sur la préparation. Certaines familles faisaient tremper les oignons dans l'eau pour en adoucir le goût. D'autres les laissaient crus, convaincus que leur puissance était justement ce qui faisait leur charme. La mayonnaise liait les ingrédients et atténuait légèrement l'agressivité de l'oignon cru. Ce sandwich était courant chez les ouvriers des usines textiles du sud des États-Unis et dans les zones industrielles du Midwest. Il n'était pas raffiné, mais il apportait énergie, satiété et un goût qui réveillait le palais. Certains l'amélioraient avec une pincée de poivre noir ou de paprika doux, un sandwich fonctionnel, une nourriture directe pour ceux qui ne pouvaient se permettre des fantaisies, mais avaient besoin de force pour avancer. Sandwich au maïs à la crème, creamed corn. Ce classique oublié était étonnamment simple et efficace. Du maïs en crème tartiné sur du pain beurré avec un peu de fromage, d'herbes ou de légumes au choix, puis pressé comme un panini. Parfait pour une longue journée d'école ou un dur labeur, très populaire dans les foyers adeptes de l'efficacité, facile à préparer, bon marché, végétarien et réconfortant. Sa texture douce et crémeuse, une fois chauffée, devenait presque addictive. Avec le temps, les goûts ont changé et ce sandwich a disparu des menus quotidiens.
Aujourd'hui, on ne le retrouve que dans certains foyers attachés aux traditions ou chez ceux qui suivent des régimes végétariens maison. Il est quasiment introuvable en restaurant. Et oui, ce n'est peut-être pas l'option la plus légère ni la plus à la mode, mais combien de sandwichs peuvent se vanter d'être à la fois simples, chaleureux et empreints de nostalgie. Pour les amateurs de fromage fondu et de saveurs d'antan, il reste un petit bijou discret mais précieux. Ces sandwichs oubliés racontent une histoire silencieuse mais puissante, celle de l'alimentation de l'Amérique laborieuse. Ce ne sont pas des recettes de grands chefs ni des plats de livres de cuisine de luxe. Mais pendant des décennies, ils ont été des piliers de survie, d'ingéniosité et d'amour familial. Ils nous rappellent que la bonne cuisine n'a pas toujours besoin d'ingrédients exotiques ou de techniques compliquées. Parfois, 2 tranches de pain et ce qu'on a sous la main suffisent pour créer quelque chose de savoureux, réconfortant et plein de sens. La prochaine fois que ton budget est serré ou que tu ne sais pas quoi préparer, peut-être que la réponse ne se trouve pas dans une recette à la mode sur Internet, mais dans ces combinaisons venues du passé. Là où tu découvriras non seulement un repas, mais un lien avec l'esprit de lutte, d'ingéniosité et de dignité des générations d'avant. Si ce voyage parmi les saveurs oubliées t'a fait sourire, partage-le avec quelqu'un qui a connu cette époque. Mets un like, abonne-toi et accompagne-nous dans notre prochaine aventure culinaire à la découverte de l'histoire cachée derrière ce que nous mangions. Parce que parfois, entre 2 tranches de pain, se cache bien plus d'histoire que tu ne pourrais l'imaginer.